Matryoshka. Alors, nous allons continuer à nous raconter des histoires, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Merci en tous les cas à vous d'être là. Merci de votre patience aussi, parce que finalement, on a un petit peu de décalage dans le temps. Tout est une histoire d'équilibre en réalité, et on voit bien que les équilibres sont durs à garder d'une façon ou d'une autre, et que parfois on n'arrive pas à imposer une sorte de dialogue qui soit intergénérationnel ou entre les différents mouvements qui peuvent constituer la société, les différentes classes sociales, les différentes chapelles d'une certaine façon. Et ce qui me vient là, c'est que moi qui promeut la neutralité et le fait d'être un terrain d'écoute pour chacun, qu'on soit un jeune, qu'on soit un plus vieux, qu'on soit un acteur de la société, qu'on soit un penseur, qu'on ait fait des études ou qu'on n'en ait pas, et que finalement tout le monde peut essayer d'arriver à trouver du commun et construire pour un cap, et ben, je me rends compte que la neutralité, en réalité, c'est un combat assez fort à mener, que je continuerai à faire à ma façon, avec mon indépendance telle que je peux. En tous les cas, merci à vous tous. Dans cette histoire d'équilibre, il y a des équilibres qui sont bien plus grands à garder, à gagner, et il y a 9 grands équilibres qui conditionnent notre vie sur Terre. Ces limites planétaires, dont les seuils que l'humanité à ne pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer. On a parlé depuis le début du festival Génération Matryoshka de tout ce qui pouvait créer du commun ou de tous ces dialogues intergénérationnels à créer autour de valeurs qui nous paraissaient importantes, de ce qui va compter demain. Là, on a parlé de la valeur de la planète et puis ensuite, on a parlé de la valeur finalement de la narration. On a fini là-dessus pour montrer à quel point on n'était pas dans ce rapport de vérité dont nous parlait Heinz Wiesmann tout à l'heure, mais en réalité que comme si chacun ne faisait qu'adopter une posture et qu'on n'était pas dans l'authenticité de nos discours. C'est ça qu'on a retenu de la dernière table. Maintenant, on va parler de la valeur du vivant. Cette valeur du vivant, je voudrais qu'on l'aborde de différents axes, mais j'appelle tout de suite Dominique Bourg, qui est philosophe, à venir me rejoindre pour apporter son regard, qui n'est véritablement pas neutre, forcément. Merci monsieur, merci d'être là. Alors, la question qu'on avait envie de se poser au départ, c'était de savoir si, par rapport à tout ce qu'on avait pu se dire, aujourd'hui, on était en mesure de mesurer la valeur du vivant, et est-ce qu'on était darwinien aujourd'hui au XXIe siècle dans sa capacité à s'adapter aux contingences, aux problèmes, et dans cette capacité à chercher à s'en sortir ensemble. C'était l'angle que je voulais aborder avec vous. Mais puisqu'on voit que dans ce changement civilisationnel dans lequel on est, que vous décrivez très bien, il y a des choses qui émergent. Peut-être vous avez envie de réagir sur ce qui vient de se passer ou vous voulez qu'on avance plus loin. Qu'est-ce que ça dit finalement de votre regard, qui connaissait très bien tous ces sujets, bien mieux que moi? C'est pas facile hein, de réagir, si vous voulez. C'est assez compliqué. Moi, je me sens assez solidaire, enfin même pas assez, solidaire, si vous voulez, à la colère d'Anne-Sophie Novelle. On peut très bien la comprendre. Elle travaille sur ce sujet. Et si vous voulez, c'est un sujet qui était marqué quand même par des manipulations, comme on l'a eu sur le climat. C'est-à-dire que sur le climat, vous le savez, c'est ce qu'on a appelé les marchands de doute. Hein, c'est le livre de Noémie Oreskes et puis Eric Conway. Il y avait le travail de Proctor aussi sur le tabac. C'est-à-dire qu'on a eu des acteurs qui ont quand même tout fait pour détourner, si vous voulez, l'opinion majoritaire de certains sujets. Par exemple, pour le tabac, ça commence dans les années 50. Donc, les industries du tabac sont confrontées au fait qu'effectivement, on met en évidence que le tabagisme actif et passif a des incidences sanitaires en termes de cancer énormes. Ils décident dans les années 50 de ne pas prendre le sujet de front, c'est-à-dire de ne pas prendre la science de front, mais d'aller financer des recherches qui vont orienter les gens vers d'autres sujets qui sont plus mineurs, etc., en quelque sorte pour noyer le poisson. Si vous prenez la question du climat, c'est carrément des centaines de millions qui ont été dépensés pour essayer de convaincre une grande partie, par exemple, des Nord-Américains, des États-Unis, si vous voulez, que ce n'était pas un sujet. Et ils y sont parvenus. Donc, quand on travaille là-dessus, je comprends qu'on puisse avoir, si vous voulez, cette réaction. En même temps, vous, de votre côté, vous essayez d'établir des dialogues. Mais bon, juste parce que voilà, mais si vous voulez, de voir la question j'ai du vu qu'une partie du public, si vous voulez, une partie du public, là,
vous voulez presque la faire taire. Non, ce qu'elle a dit, ça a vraiment un sens. Alors maintenant, je ne connais pas Intercéréales, je ne sais pas ce que fait M. Loiseau, etc. En même temps, moi aussi, ce que j'essaie d'être attentif, c'est vous voulez qu'effectivement, vous avez des acteurs, et si ces acteurs-là, majeurs, ne les amènent pas à changer, comme ce qui va changer, c'est les ordres de grandeur, on n'y arrivera pas non plus. Donc j'aurais tendance à dire, et ce n'est pas une façon, si vous voulez, d'être normand, en général, ce n'est pas du tout ma position, mais c'est qu'à la fois, elle a raison de dire ce qu'elle a dit. Je ne connais pas M. Loiseau, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière, mais il y a effectivement des acteurs qui viennent de loin et qui essaient aussi de changer. Donc il faudrait que je sache pour savoir, si vous voulez, si c'est le cas, s'il y a une sincérité, etc. Je ne veux pas le juger, je ne le connais pas, mais je sais que dans le milieu... De mon point de vue, voilà. C'était de ça dont il était question, c'est-à-dire des niveaux de conscience différents, ou en tous les cas des mouvements qui sont plus longs à opérer selon qu'on soit à la main d'un gros paquebot ou qu'on soit jeune en train de... Forcément, le virage ne se fait pas avec la même rapidité. Voilà, ça c'est clair. Il me semblait qu'on était entre personnes qui étaient plutôt authentiques dans la volonté d'aborder les sujets. Mais il n'empêche que ce qui est intéressant, de ce qu'on peut retenir sur un plan plus philosophique de tout ça, c'est qu'en réalité, dans l'évolution des consciences dans lesquelles on est, aujourd'hui, le rejet est celui du cynisme. Et c'est ça qui se passe. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est celui qui est en train d'opérer et qui fait que sans doute, il y a tant de mouvements de jeunes qui ne supportent plus les formes de washing, qu'ils soient green ou autres, par rapport à ce que d'autres, plus anciens, imposent avec des discours qui sont en réalité des discours cyniques. On est d'accord. Si on dézoome un peu, qu'on sort de cette table, qu'on sort de tout ça et qu'on regarde ça à une échelle bien plus grande, dans quel temps civilisationnel sommes-nous aujourd'hui? Dans quel temps de mutation pouvez-vous décrire le mouvement? Je rappelle, parce que je n'ai pas dit très rapidement, pour ceux qui éventuellement vous ne connaîtraient pas, vous êtes donc professeur, vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Lausanne, et vous êtes spécialiste des questions environnementales. Vous avez présidé, entre autres, jusqu'en décembre 2018, le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Voilà, et vous avez fait aussi de la politique. Voilà, juste pour recadrer. Brièvement. Brièvement. Mais, voilà. Un mois. Bon. Un mois. Non, pour revenir, si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la situation dans laquelle on se trouve. Et vu d'ailleurs ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la table ronde précédente, un certain nombre de chiffres, effectivement, sur la situation du vivant aujourd'hui. Bon, je vais redire deux, trois choses, mais très, très rapidement. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est en quelque sorte comment on en est venu là. Et c'est vrai qu'on voit que ça change quand même sur la question de vivant. Il y a quelques temps, si vous voulez, on mettait que le climat en avant. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le climat, ce n'est pas important. Et il y a une interaction très forte entre le vivant, bien sûr, et le climat. Le climat, c'est simplement les conditions optimales pour l'épanouissement d'un certain nombre d'espèces. Mais on mettait vraiment ça en avant. Alors, c'est simple à comprendre, c'est plus spectaculaire. On peut modéliser, on sait à peu près, on sait à peu près ce qui nous attend. Quand un écosystème s'effondre, on ne le saura jamais à l'avance. On ne sait pas le modéliser. C'est trop complexe. On voit quand même que là, les choses sont un petit peu en train de changer. Alors, par exemple, le GIEC lui-même travaille avec son équivalent pour le vivant, qui est l'IPBES. Dans les rapports du GIEC, les questions du vivant maintenant sont extrêmement présentes. Et on voit bien que dans l'opinion, on a compris que l'état de la vie sur Terre est aussi, si vous voulez, aussi délabré, et que la rapidité avec laquelle il faudrait agir, qu'on ne peut pas mesurer alors qu'on peut la mesurer avec le climat, est probablement aussi, si vous voulez, aussi intense. Donc en un mot, on en est dans une situation qui est quand même pas très très drôle. On va s'amuser à faire comme ça les étages de la vie. Si je prends par exemple les vertébrés sauvages, aujourd'hui c'est 3% de la totalité de la biomasse. Un tiers c'est nous autres, les bipèdes humains, et les deux autres tiers, ce sont nos animaux domestiques. Donc là, si vous voulez, on a tout dézingué. Bon, ça c'est clair. Les vertébrés sauvages, c'est presque plus rien. Et puis, si vous regardez l'étage en dessous, on va parler des arthropodes, c'est-à-dire que les vertébrés, ils sont structurés à l'intérieur par une colonne vertébrale. Les arthropodes, au contraire, ça va, si vous voulez, des insectes aux crabes. Ils sont structurés par une carapace de l'extérieur. Et là, il y a encore quelques années, il y a des études qui sont parues il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, qui nous ont montré, d'ailleurs une d'elles a été mentionnée tout à l'heure, qui nous ont montré à quel point, par exemple en Europe aussi, si vous voulez, on constate un effondrement des populations d'arthropodes. Je vous donne un simple exemple. On va prendre les chauves-souris. Alors, ce n'est pas les chauves-souris, c'est les vertébrés. Mais je vais prendre les chauves-souris, premièrement, après je reviendrai aux arthropodes. Les chauves-souris en France, leur population diminue de 3% par an. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, en 20 ans, il n'y en a plus.
Et évidemment, les écosystèmes, ça fait... c'est systémique, c'est lié entre eux. C'est-à-dire, quand vous avez une espèce comme ça qui s'effondre, ça veut dire aussi que de manière générale, les conditions propices à la vie deviennent défavorables. C'est quand même quelque chose qui devrait nous alerter. Maintenant, je reviens aux arthropodes. D'ailleurs, les chiffres ont été donnés. Il y a 2 études qui ont fait beaucoup de bruit. L'une, c'est une étude qui avait été faite en Allemagne et qui concernait les insectes volants. Cette étude, elle avait été conduite pendant 27 ans. C'est énorme, hein. Pendant 27 ans, on avait installé entre des cultures, avec plutôt une agriculture intégrée, donc l'équivalent en France de raisonner, c'est-à-dire qu'ils utilisent moins de pesticides. Et là, il y avait 63 sites. C'était en fait des bandes entre des champs. Et là, on a constaté qu'entre 76 et 82% des insectes volants, entre 76 et 82% en 27 ans, de prise en moins. Il y a une autre étude plus récente, elle, toujours en Allemagne, sur plus de sites, mais cette fois-ci qui concernait pas simplement les insectes volants, mais en fait les arthropodes, c'est-à-dire des insectes volants aux insectes, aux bêtes dans les, si vous voulez, dans les sols. Et donc là, en 10 ans, suivant que c'est en prairie ou en forêt c'est moins, la réduction est de moitié moins, mais on a à nouveau presque 80%. Mais sur 10 ans, ça veut donc dire que ça s'accélère si vous mettez cette étude par rapport à la précédente. Et là, surtout, alors c'est que 40% de moins en forêt, mais surtout, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a un peu plus d'un tiers, si vous voulez, d'espèces en moins entre les observations, les prélèvements faits il y a 10 ans et les derniers prélèvements opérés. Donc en fait, ça ne veut pas dire forcément que ces espèces ont disparu, mais en tout cas là où on a installé ces dispositifs, en 10 ans, vous avez un tiers de diversité spécifique d'espèces en moins. C'est gigantesque. Donc on a un état de la vie qui est dans un état de délabrement vraiment extrêmement inquiétant. Et maintenant, si on essaie de revenir dans le passé et de voir pourquoi on en est arrivé là, alors c'est là que moi, c'est plutôt mon boulot, si vous voulez, de philosophe, d'une certaine manière, c'est vraiment une conséquence de la modernité mécaniste qui s'est construite à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, et qui nous a amené à comprendre ce qui nous entoure, le monde, hein, comme un simple agrégat de particules matérielles, se choquant les unes les autres, n'ayant aucune intériorité, évidemment aucune intelligence, aucune sensibilité. Et du coup, la conséquence de cette vision des choses, qui est associée à la physique moderne naissante, eh bien, c'est que les animaux et les plantes sont des machines. En d'autres termes, les animaux et les plantes n'ont aucune valeur. Donc en fait, le vivant n'existe pas et n'a aucune valeur. Et si vous regardez par exemple dans la physique d'Aristote, la physique c'est plutôt une biologie. Et si vous regardez la biologie contemporaine, c'est plutôt une physique. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a imaginé que... On n'a pas les mêmes regards, on n'a pas les mêmes lunettes. Ah non, et puis imaginez par exemple imaginez une ville au XVe siècle, XVIe siècle, évidemment il n'y a pas de désherbant, donc il y a de l'herbe partout, il y a des arbres partout, il y a des animaux dans les églises, dans les maisons. En fait, si vous voulez, il y a un enchevêtrement de la vie partout. Si je regarde dans cette salle... La symbiose est moins évidente. Oui, il n'y a pas un seul... seul... Il y a quand même plein d'espèces très différentes. Hein. Il n'y a pas un insecte, il n'y a pas une plante. Bon, et nos villes sont un petit peu comme ça, si vous voulez. Donc on a construit une civilisation, j'exagère à peine, mais si vous voulez, déjà de mépris. Le vivant n'a pas de valeur. Au mieux, c'est un stock qu'on peut utiliser pour des activités économiques, donc pour notre confort, si l'on veut. Mais il n'a aucune valeur en soi. Et en fait, on l'a vraiment mis en pratique. Et alors, ce qu'on pense à la fin du XVIe et au XVIIe, justement, d'où peut-être la colère d'Anne-Sophie tout à l'heure, c'est quand même, si vous voulez, l'agriculture conventionnelle qui l'a le mieux illustré. On peut déjà remonter un peu plus loin, si vous voulez, au traité de zootechnie du XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle. On va considérer dans ces traités, et c'est ce qu'on va apprendre dans les écoles vétérinaires, les animaux comme de la matière, comme étant proprement mécanique. Et puis ensuite, à compter de l'après-guerre, eh bien, si vous voulez, on va en quelque sorte abstraire, retirer l'agriculture de tout ce qui est naturel. La première chose, c'est on va, si vous voulez, se libérer, entre guillemets, par exemple, du cycle naturel de l'azote.
parce que l'azote, c'est le principal limitant à la croissance des plantes. Fin 19e, début 20e, on allait chercher par exemple des engrais avec le guano, etc. On apprend à synthétiser l'azote de l'air, on va apprendre à faire des engrais, ça nous était rappelé tout à l'heure, qui sont énergivores. Et en fait, vous avez vous-même parlé des 9 limites planétaires. La plus explosée, c'est le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Donc ce sont nos intrants pour l'agriculture. Petit à petit, effectivement, on va augmenter les surfaces, on va détruire toutes les haies. Donc du coup, on va déséquilibrer aussi les insectes et on va augmenter le nombre de ravageurs. On va petit à petit déstructurer les sols, détruire, si vous voulez, l'entomofaune, la faune aussi des sols, etc. On va simplifier les espèces qu'on cultive pour qu'elles répondent à des critères économiques et commerciaux en se détachant de leur cahier des charges, si vous voulez, initial, etc. Petit à petit, on va créer un monde totalement artificialisé qui, alors cette fois-ci sur des surfaces gigantesques, détruit la vie. Donc, et là, on en est là aujourd'hui. Et en fait, l'urgence a changé. Elle n'est pas moindre par rapport au vivant qu'elle ne peut l'être par rapport au climat. Mais vous voyez, c'est une longue histoire. On n'a pas voulu faire ça pour détruire au départ. C'est le fruit d'une civilisation qui s'est enferrée en quelque sorte dans une voie, et on le voit beaucoup mieux aujourd'hui. Évidemment, les Descartes et autres n'en avaient absolument aucune idée. On s'est vraiment enferré et on a créé une situation qui est extrêmement dangereuse pour nous. Si vous voulez, on est un peu une espèce, l'espèce humaine, elle ressemble un peu à ce que les biologistes appellent une impasse évolutive. C'est-à-dire qu'on a surdéveloppé des capacités, les capacités de calcul, notre cerveau reptilien. Vous avez regardé du côté de Poutine, vous avez un magnifique exemple. Et puis, on a foncé comme des bourrins avec ça, et passez-moi l'expression, mais on a tout pété. Et on en est là. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce que vous décrivez merveilleusement, c'est une façon d'être humain, d'être au vivant, d'être au vivant. Sans le vivant, d'être humain, si vous voulez, comme si on était totalement supérieur et comme si on n'avait rien à voir avec le vivant. Absolument. Donc c'est ce qu'on appelle cette anthropocène. Alors oui, d'une certaine manière, on peut appeler ça l'anthropocène. L'anthropocène, c'est effectivement le moment où on commence à compter les années 50, on a un emballement de la démographie, on a un emballement du PIB, et puis tout le volume de nos activités augmente. Et puis, c'est un peu comme si on couvrait tout le vivant, si vous voulez, quand je dis de la cellophane, c'est même sympa, d'une espèce de grosse couche de plastique et on étouffe un peu tout, quoi. Et donc, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire. Mais on voit bien que nos sensibilités, elles sont déjà décalées par rapport à ça. Alors, c'est justement ça le sujet. Le fait qu'on pose maintenant des mots, par exemple, qu'on pose anthropocène pour justement cette couche de plastique dans laquelle on est en train de s'étouffer si on ne change pas les choses. Et on va parler avec le plastique. Voilà, et d'ailleurs, on va continuer à en parler dans un instant très rapidement de sujets de plastique avec Yvan Bourgnon et Flore Vasseur, mais si on pose des mots, si on commence à avoir la lucidité de se raconter l'histoire telle qu'elle est, de faire un pas de côté sur la façon dont on a été cet être humain et son rapport au vivant, est-ce que, et c'est ma dernière question au philosophe là, avant qu'on continue la discussion avec aussi Victor Kilikini plus jeune, qui va aussi nous apporter son regard, est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'on commence à voir et que ça fasse consensus. C'est chez des gens qui peuvent paraître plus ou moins cyniques, plus ou moins proches, plus ou moins authentiques dans ce rapport au sujet, mais que ça fasse consensus, que les faits ne soient plus contestés par les climato-sceptiques et autres. Est-ce que là, finalement, la bascule est en train d'avoir lieu puisque cette conscience, cette culture est en train de nous gagner et donc les comportements qui suivent vont forcément en découler. Est-ce que vous avez l'impression que ce virage s'opère ou pas? Alors, si vous pouviez avoir raison, ça serait génial. À mon avis, c'est un peu plus lent, si vous voulez, entre la prise de conscience et puis les comportements. Il n'y a pas évidemment forcément un lien mécanique de l'un à l'autre. On le voit sur le climat. Un sondage récent nous montrait qu'il y avait 94% des Françaises et des Français qui étaient sensibles au sujet. Vous voyez qu'il n'a
pratiquement aucune place dans la campagne électorale, par exemple. Donc Ouais. on voit que ces choses sont compliquées, on peut avoir des représentations assez fortes et finalement on va voir qu'elles embrayent sur pas grand-chose. Pour le vivant, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a déjà des attitudes qui sont différentes. Alors c'est vrai que c'est parfois quand même des portions minoritaires, mais quand on voit le développement, par exemple, simplement de la sylvothérapie qui nous vient du Japon, qui était inventée dans les années 60, si on voit les gens qui vont faire des stages différents, jusqu'au stage chamanique, etc., où on va essayer précisément de construire une relation assez différente avec le vivant autour de nous, et on voit la sensibilité animale. Le véganisme, bon, c'est autre chose philosophiquement, moi je serais très critique, mais n'empêche qu'il indique une sensibilité très forte dans la société, très très forte, hein, de respect beaucoup plus intense de la vie. Et vous avez des gens qui vont changer complètement de A à Z leur comportement pour ne plus manger de viande du tout. Donc on voit que effectivement, je dirais que par rapport au vivant, à la différence de ce qui pouvait se passer par rapport au climat, on a l'impression que le changement des consciences, il ouvre plus facilement sur des changements de comportement. Et donc, effectivement, ça, c'est des signes qui sont des signes très intéressants. Alors, je vous propose, puisque face à cet épuisement des ressources, de mon point de vue, et là, pour une fois, je donne vraiment mon point de vue, il y a des ressources qui sont merveilleuses, qui sont celles de la jeunesse. J'appelle tout de suite à venir me rejoindre une de ces ressources, Victor Kilikini. En musique. Ah, voilà. Matryoshka. Bonjour Victor. Victor, vous faites partie de ces jeunes qui s'engagent, vous êtes acteur, vous avez 21 ans et d'ailleurs vous êtes né le 24 décembre 2000, ce qui est quand même, je trouve, une date pas mal pour essayer d'écrire un nouveau monde. Il y a quelque chose entre le spirituel, le sacré et puis la date du changement de millénaire qui est quand même assez sympa sur votre date de naissance. Et vous êtes acteur, mais vous êtes aussi engagé auprès de Ta Voix Compte. Alors je voudrais savoir et vous entendre déjà peut-être dans votre réaction à ce qui vient de se passer, ou en tous les cas ce qu'on est en train de dessiner, et voir vous, quelles sont vos attentes aujourd'hui, ou le sentiment de cette prise de conscience qui s'opère. Est-ce que vous avez l'impression que votre voix compte tant que ça? Alors déjà, rapidement, Ta Voix Compte, c'est un des projets qu'on est en train de mener par rapport au présidentiel, qui est qu'en fait la jeunesse a beaucoup de propositions par rapport à tout ce qui se passe et qu'on peut les inclure dans les programmes. C'est un des projets sur lesquels je suis. Juste pour rebondir par rapport à ça et par rapport à ce que vous dites, c'est vrai on parle souvent de l'histoire de l'humain et je pense que si là on veut parler du vivant et notamment de notre relation au vivant, il va falloir repartir sur l'histoire du vivant et de la vie. Et quand on repart au tout début, et si on prend un peu de recul, on est quand même sur une planète qui est unique parce qu'il y a la vie sur Terre. Et quand je suis arrivé, moi je suis étudiant en biologie et en sciences environnementales, et quand je suis arrivé à la fac, le premier cours de biologie que j'avais, c'était okay, quel est le point commun entre tous les êtres vivants? Qu'est-ce qu'on a en commun tous? Et donc bien sûr, il y a l'ADN, il y a le matériel génétique, mais il y a surtout la cellule. Et 4 milliards d'années plus tard, on se retrouve avec toutes ces différentes formes de cellules qui représentent la vie et qui arrivent à travailler ensemble pour s'organiser, et ce qu'on appelle les écosystèmes. Et sauf qu'aujourd'hui, on en arrive au point où donc, toutes ces cellules, on peut les diviser en plusieurs catégories parce qu'elles se ressemblent. Et ce qu'on appelle les espèces, enfin, il y a plusieurs encore, il y a les familles, etc. Mais il y a les espèces, et on est à peu près 10 millions d'espèces sur Terre, donc ce qui est énorme. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a une espèce qui a décidé de s'opposer à toutes les autres. Et donc, il y a un peu un problème. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de l'environnement, quand on parle de tout ça, on a tendance à oublier qu'il y a 10 millions d'autres espèces à côté. Et on localisait ça comme la nature. Et donc on se retrouve avec l'homme et la nature. Alors que, et quand on parle de ça, on voit la nature du coup comme un décor, une fondation, autre chose. Alors on fait partie de ces espèces. Et du coup, je pense que la grosse crise que dit Baptiste Morisot, c'est peut-être cette relation au vivant et notre place dans tout ça. Est-ce que là, à chaque fois qu'on parle, même au niveau des programmes, au niveau de tout ça, on parle en tant qu'humain, on essaie de s'organiser. Je sais que c'est compliqué déjà de s'organiser en tant qu'humain, mais il faudrait s'organiser aussi avec toutes les autres espèces. Et du coup, par exemple, moi, je pense à ça, je pense aux loups en France. C'est un peuple aussi, et on devrait les considérer comme un peuple, et on a tendance à un peu oublier ce genre de choses. Et c'était juste pour rebondir sur ça. Et voilà.
Justement, vous disiez ce que c'est ta voix compte. Ta voix compte, vous avez, par rapport aux limites dont on parlait, aux limites planétaires qu'on a évoquées là en préambule, vous avez interpellé, et ce que disait aussi Dominique Bourg sur la place que ça a dans la campagne aujourd'hui, ces sujets, qui est minime par rapport à l'ampleur et l'importance et l'urgence de tous ces sujets. Vous avez interpellé les candidats à la présidentielle pour revenir sur ces 9 limites, là, ces derniers jours. Quelle réaction et qu'est-ce que vous entendez? Alors, ce n'est pas pour dire ce que chacun va dire, mais après tout, la rumeur de ce monde-là, qu'est-ce qui vous fait remonter? Qu'est-ce que vous entendez au travers de leurs réponses alors, ou de vos échanges? Il y a deux choses. J'ai interpellé Valérie Pécresse en tant que porte-parole pour On est prêt, qui n'était pas pour ta voix compte. C'était juste pour parler des 9 lignes planétaires et quel était notre plan pour sortir de la crise. Parce qu'on parle souvent des mesures à droite à gauche, de lois climat, etc. Mais on n'a pas de plan, étape par étape, année par année, pour sortir de la crise réellement. Crise climatique, crise écologique. Et donc du coup, moi ce qui m'a un peu choqué, c'est que du coup, quand on a parlé avec Valérie Pécresse, je lui ai énoncé un peu donc, ces limites planétaires, ce que c'était. Et elle m'a coupé pour me dire le cycle de l'eau aussi. Et comme limite qu'on avait dépassé, alors qu'on n'a pas du tout dépassé le cycle de l'eau, on ne sait pas ça. Et donc là, je me suis dit, ok, donc on est face à des personnes qui vont prendre le pouvoir sur un pays et qui comprennent pas ce qui se passe à certaines limites. Et je me dis, ok, on a peut-être d'abord une formation à faire en écologie, même, je voyais Monsieur Loiseau, peut-être qu'on a des formations, une science qu'il faudrait transmettre à toutes ces personnes, parce que en fait, ça nous permettrait d'éviter énormément de fausses bonnes mesures environnementales et tout ce qui est greenwashing derrière. Et voilà, j'ai parlé aussi avec Yannick Jadot, du coup, dans le contexte de ta voix compte. Et voilà, on reste aussi, et moi je suis encore en train d'essayer de comprendre aussi quels sont nos leviers d'action. Est-ce qu'on sera plus efficace si on part au niveau politique, au niveau gouvernemental, ou est-ce qu'on part au niveau individuel et on s'organise en tant que collectif, en tant qu'association, en tant que citoyen pour faire bouger les choses. Et quand on regarde un peu l'histoire de l'humanité et les grands changements radicaux qu'il y a eu, enfin je suis que jeune, donc je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais par exemple, l'abolition de l'esclavage, c'est parti de citoyens, c'est parti de personnes qui n'étaient pas d'accord et qui sont organisées pour mettre en place pour mettre en place la société de demain et lutter contre le système actuel. Voilà, je suis encore en train de voir, parce que c'est vrai qu'on face à un président, on se demande, ok, est-ce que moi, si j'étais président, je pourrais faire énormément de changements? Et donc du coup, on essaie de repenser tous les moments où il y a eu des grands changements, comme le Front populaire avec Blum, etc. Et se dire, ok, c'est possible, mais du coup, il faut un soutien citoyen énorme. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Ou est-ce que, voilà, c'est vrai qu'on est quand même minoritaire à vouloir vraiment un changement radical par rapport au caractère extrême de la situation. Donc il y a beaucoup de questions, et je sors avec beaucoup plus de questions face à cette interpellation qu'autre chose. Mais en tous les cas, ce que j'entends aussi, c'est que vous dites que vous vous sentez minoritaire dans cette volonté de changement. Il y a une prise de conscience chez les jeunes, mais souvent, elle est aussi... En fait, la prise de conscience, c'est pas quelque chose de binaire, c'est pas on est conscient, on n'est pas conscient, c'est très progressif. Ouais. Et il y a aussi une mauvaise compréhension de la chose. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont là, soit dans la fatalité, soit dans l'éco-anxiété, parce qu'ils ont l'impression qu'on va tous mourir. Et c'est vrai, quand on regarde vite fait les rapports du GIEC, on se dit, waouh, 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des habitats qui risquent d'être inhabitables si on continue comme ça. Voilà, la fatalité, elle est compréhensible. Par contre, quand on commence à comprendre les systèmes qui existent et le fait que déjà on peut créer des petits systèmes qui fonctionnent très bien, des refuges de biodiversité, etc. Mais quand on commence à comprendre, on peut voir que, ok, on peut dépasser 1,5 degré, mais on peut aussi dépasser 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Enfin, il n'y a pas de fatalité à avoir. C'est juste le plus tôt on s'arrête et le plus tôt on change. Et chaque petit dixième de degré ou chaque action va changer les choses. Et donc, c'est pas binaire. C'est pas en 2050 on aura gagné ou on aura perdu. C'est vraiment on aura plus ou moins perdu. Il va y avoir des conséquences. Et ce qui est déjà sur des populations qui sont désastreuses. Le but, c'est de limiter le plus et de s'adapter aussi. Et on est un peu loin de ça encore. Vous renvoyiez dos à dos tout à l'heure, si en fait l'action qui pouvait vous faire bouger les choses de façon la plus efficace, c'était celle d'investir le champ politique, ou alors de le faire à l'échelle individuelle, citoyenne d'une certaine façon. Il y a un autre champ aussi, on l'a vu ces jours-ci, que ce soit sur le plan juridique, financier, les entreprises, et évidemment tous les mouvements qui sont en cours, beaucoup plus radicaux, activistes et tout ça. Il y a plein de moyens pour faire bouger les choses. Il y a
autre chose, et j'aimerais vous faire réagir là-dessus, parce que vous êtes acteur, et pour rappeler, à 15 ans, vous montiez les marches du Festival de Cannes pour le film Mal de Pierre, réalisé par Nicole Garcia, qui était avec Marion Cotillard, d'ailleurs, qui produit le film de Flore Vasseur, qu'on va regarder tout à l'heure ensemble. Mais quand on parle du cinéma, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir quand on se pose la question des éveils de conscience, quand on parle du rapport du GIEC, ça fait des années qu'on les répète et finalement on les entend, où on dépasse une limite planétaire, on l'entend mais le lendemain finalement on passe à autre chose parce qu'il y a eu autre chose dans l'actualité, ça ne marque pas les esprits. En revanche, il y a un film, et je me suis refusée d'en parler depuis le début, parce que voilà, mais là, sur le rapport à la conscience qui est Don't Look Up, où d'un coup, tout le monde a l'impression d'ouvrir les yeux grâce au cinéma sur la réalité. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense qu'en fait, la clé du problème, c'est les comportements humains, c'est notre système, et donc du coup, c'est notre culture, c'est nos habitudes, etc. Et comment est-ce qu'on change les choses ? Je me suis aussi beaucoup intéressé à qu'est-ce qui fait que moi je suis activiste, par exemple, qu'est-ce qui fait que j'aurais pu être totalement autre chose, faire du tennis et être voilà, dans ça. Bon au tennis aussi Pas tellement, donc non, je pense que c'est tout. Vous avez bien mais ce qui a fait, c'est un ensemble d'expériences, et ce qu'on voit beaucoup en neurologie avec Antonio Damasio notamment, c'est les expériences qui modifient les comportements. Et si on ne peut pas avoir d'expérience dans le réel parce qu'on est déconnecté, et on pourra parler de ça, de la déconnexion à la réalité, à la déforestation, aux abattoirs et ce genre de choses, si on ne peut pas emmener tout le monde dans les abattoirs pour voir l'affrosité de cette situation, on peut, par les films, changer beaucoup de choses, voilà, par les images, etc., mais par les expériences. Et moi, je sais qu'en vrai, je suis là devant vous aujourd'hui parce que ça a été les films au début, moi, ça a été les documentaires animaliers qui racontaient ces histoires sur les animaux, et d'un coup, tout ça prenait vie, on commençait à s'intéresser à tout ce qu'il y avait autour de nous, en dehors des humains. Et ça a été la première chose qui a fait que quand du coup j'ai commencé à voir la déforestation, je me suis dit ok, non, derrière il y a toute la famille d'orang-outans qui était derrière, et que moi j'avais appris à apprécier et à adorer, qui derrière allait y passer. Et je pense que les films, notamment Bigger Than Us, on va en parler juste après, mais ont une part énorme. Le film Demain a eu des conséquences énormes sur les de Cyril Dion, a eu des conséquences énormes même Animal, sur d'une certaine façon, sur l'extinction des espèces que vous décriviez tout à l'heure au travers du film Animal de Cyril Dion, et cette forme narrative. On retrouve une forme narrative chez Flore Vasseur, mais on va parler de tout ça dans le cinéma. Il est vrai que par le documentaire et par la fiction, de façon plus émotionnelle, quand vous parlez des expériences neurologiques, en tant que journaliste, on parle d'émotion, c'est-à-dire qu'entre la raison et l'émotion, et je me tourne vers vous, Dominique Bourg, finalement, est-ce que vous avez l'impression que c'est par des coups émotionnels qu'on fait réagir davantage les gens ? C'est assez contrasté quand même. Si vous regardez justement le fait de manger moins de viande, là, les documentaires, les images, je crois, elles ont eu un impact énorme, parce que c'est, si vous voulez, c'est sectoriel. Si vous regardez la question du climat, qu'est-ce qui peut nous alerter ? C'est ce qu'on appelle les événements extrêmes. Alors, il y a deux problèmes. Premièrement, les événements extrêmes, et Dieu merci, si vous voulez, leur récurrence, elle est quand même assez espacée. Et on a tendance à oublier. En plus, quand on est vraiment confronté, on a vu ça avec la tempête Xynthia, mais on a encore vu ça en Allemagne, les gens qui se sont trouvés dans cette localité où le sol était déstructuré, mais alors qu'on n'est pas du tout dans une zone de montagne sur plusieurs mètres, pour eux, admettre que c'est lié au changement climatique, c'est l'horreur. C'est-à-dire que ça veut dire que ça va revenir. Donc en fait, non, la plupart des gens qui vivent là disent non, ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Donc vous voyez que, suivant le sujet qu'on aborde, le rôle que peut avoir l'image, le rôle que peuvent avoir les récits ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il faut quand même sortir de l'idée, si vous voulez, que voilà, il suffirait de quelques images, ou il suffirait d'un très bon récit pour qu'on change. Il faut que ce soit vraiment un récit qui infuse, qui devienne le repère à partir duquel tout le monde se repère, et qu'on n'en ait pas d'autres. Alors là, les amis, on n'en est pas encore là. Hein. Mais ce qui fait que c'est, encore une fois, le passage des représentations au changement de comportement, il varie d'un domaine à l'autre, et ça n'est jamais mécanique. Ce que je vous propose, c'est qu'on accueille nos deux prochains et derniers intervenants de ce festival Génération Matrioshka. J'appelle tout de suite Yvan Bourgnon et Flore Vasseur, si vous voulez bien venir l'un et l'autre nous rejoindre pour terminer en beauté ces temps d'échange intergénérationnel face aux défis qui se posent pour nos générations à venir. Yvan, je vous en prie. Flore, avec plaisir.
Merci, merci de nous rejoindre. On a essayé de parler de la question du rapport à la terre, de la question du rapport au vivant. La question de la mer est absolument centrale. On va revenir, Fleur Vasseur, sur votre documentaire Bigger Than Us, qu'on va regarder d'ailleurs au sortir de nos échanges. Mais je me tourne vers vous d'abord, Yvan Bourgnon. Vous êtes marin, donc vous avez traversé les mers depuis que vous êtes tout petit avec vos parents, depuis que vous avez l'âge de 4 ans, avec vos parents, votre frère. Aujourd'hui, quand vous regardez la mer, sans rentrer dans les chiffres déjà, de la montée des eaux liées au, GIEC, au rapport du GIEC et tout ça, quand vous regardez la mer, quand vous la traversez aujourd'hui, est-ce que vous la reconnaissez et est-ce que c'est celle que vous pensez transmettre à vos enfants? Bien, bonjour à tous. Moi, j'ai eu la chance de vivre, en tout cas, de traverser les océans et de faire le tour du monde avec mes parents quand j'étais petit, entre l'âge de 8 et 12 ans. Donc au début des années 80, évidemment, les océans n'étaient pas impactés, ou très peu, même si le commandant Cousteau il commençait déjà à tirer la sonnette d'alarme. Mais donc j'ai eu cette chance de vivre ça, de voyager pendant toute ma jeunesse sur un peu tous les océans et de profiter de cela. Et effectivement, au fil de ma carrière sportive, j'ai découvert un peu cette pollution. Ça a commencé par les collisions, parce qu'on est des bateaux de compétition, on fait de la voile et on commence à heurter les containers. Et pas mal de débris. Donc globalement, 25% des courses, on abandonne à cause des collisions sur les débris sur la mer. C'est considérable. Et après, plus récemment, un tour du monde en catamaran de sport, donc sur ce petit catamaran à ras de l'eau. Et là, je suis sur les traces un petit peu de ce tour du monde que j'avais fait petit avec mes parents. Et effectivement, quand je navigue pendant 2 mois dans l'océan Indien, en longeant les côtes du Sri Lanka, de l'Indonésie, des Maldives. Là, je navigue vraiment dans les plastiques et donc je découvre cette pollution de plein fouet. 35 ans après, en fait, mon premier voyage. Que vous ne soupçonniez pas, en fait. Non, c'est-à-dire que c'est aussi ce que vous disiez tout Oui. à l'heure sur les abattoirs, Victor. C'est quand on voit finalement qu'on comprend. Tout à fait. Même si on voit quelques images, on se dit ça doit être local, ça doit être dans une baie, ça doit être... Mais quand tu navigues toute la journée, que tu t'arrêtes 40 fois par jour pour enlever ces sacs plastiques qui sont coincés dans tes gouverneurs, dans ces safrans, que tu peux compter 100 morceaux de plastique autour de toi et que c'est tous les jours, pendant 2 mois, tu te dis, voilà, c'est dingue, quoi. En plus, tu sais que 99% des plastiques finissent par couler un jour. Donc tu dis, si c'est comme ça à la surface des océans, qu'est-ce que ça doit être au fond de la mer? Et donc, The Sea Cleaner, c'est une association que vous avez créée. Comment est-ce que cette idée est venue? Est-ce que c'était à ce moment-là? Et finalement, qu'est-ce que vous avez voulu engager par rapport à cette question de la pollution des mers? Pour revenir au sujet du plastique, d'une certaine façon, dont on parlait tout à l'heure, qui est en train de nous étouffer. En 2015, je rentre de ce tour du monde, donc un peu choqué. Effectivement, en 2016, je vais à la COP22 à Marrakech. Je rencontre plutôt des gens qui essayaient de vendre des stations d'épuration plus que des gens qui avaient vraiment envie de faire quelque chose de bien pour les océans. Donc on retrouve cette forme de cynisme dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, et c'est très bien, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la sensibilisation. Et encore une fois, c'est l'essentiel, c'est d'essayer de résoudre le problème à la source. Mais je me rends compte que en fait, les chiffres parlent, qu'il y aura 3 fois plus de plastique dans les océans en 2060, il y en aura 10 fois plus en 2100. Et malheureusement, c'est pas ici que ça se passe, c'est plutôt en Asie du Sud-Est et bientôt de plus en plus en Afrique. Et je me dis, mais en fait, il faut peut-être aussi aller collecter ces déchets plastiques en mer, quoi. Et peut-être pas en mer, mais dans les rivières, dans les fleuves, dans les estuaires. Et c'est comme ça qu'on lance cette idée un peu folle au début, de se dire, on va aller collecter les déchets en mer. Ça paraissait un peu fou en 2016, mais aujourd'hui, on sait que c'est possible. On sait qu'on peut mettre les moyens, on peut mettre les bateaux pour le faire. On a travaillé pendant 5 ans là-dessus. On a mis des bateaux qui fonctionnent très bien et qui peuvent vraiment collecter. Et aujourd'hui, vous mettez 20 grands bateaux comme on les a conçus à l'eau et 2000 petits comme on les a aussi conçus qui font 10 mètres de long. Vous collectez les 80% de plastique qui flottent dans les océans, dans les rivières, dans les premières semaines de dérive. Et voilà, pour un investissement qui est tout à fait raisonnable, qui est de moins de 1 milliard d'euros. Et donc, on pense que c'est des solutions qu'il faut apporter, parce qu'aujourd'hui, le politique, il est encore en train de dire ça ne sert à rien d'aller collecter, faisons de la sensibilisation. Donc, c'est vrai qu'on est un peu dans un truc idéaliste, mais qui ne correspond pas à la réalité du terrain. Et donc, il y a urgence en la matière. On ne va pas aller collecter les déchets plastiques qui sont déjà au milieu de l'océan. Ça, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Mais mettre des bateaux qui traversent 40 fois l'embouchure du Mékong et de ces grands fleuves très contaminés, ça, c'est encore faisable. Et là, on peut vraiment intercepter
tous ces plastiques qui arrivent de toutes les rivières et tous les affluents avant que justement ils se dégradent et qu'ils aillent trop loin. Aujourd'hui, votre idée est née il y a 4 ans. Où est-ce que vous en êtes finalement? Est-ce que vous avez fait cheminer ou sur un plan scientifique, technologique, d'organisation, vous avez mis des choses en place? Est-ce que vous avez commencé déjà à collecter du plastique? Le cheminement était un petit peu long, mais oui, on a travaillé dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment faire du plastique une problématique sur laquelle on était spécialisé. Donc, des outils de sensibilisation, un déploiement très important en France, en Europe, mais en Asie du Sud-Est, avec beaucoup de bénévoles et beaucoup d'outils qui sont appropriés. Parce qu'on le fait trop en France, mais on ne le fait pas assez dans ces pays-là. Donc, on veut vraiment aller dans ces pays-là, expliquer aux gens tout ce qu'on pourrait faire pour éviter cette pollution. Après, c'est les missions scientifiques. On va avoir des bateaux qui vont être sur place. Donc, ça va être des outils extraordinaires pour embarquer des scientifiques, parce qu'on n'a pas de data scientifique vraiment sur les macrodéchets plastiques. Les TARAC, expéditions et tout ça ont été au milieu des océans, et on dit, voilà, ces microparticules de plastique, on sait comment ça finit par tuer les oiseaux, les poissons, mais comment arrivent ces macrodéchets plastiques dans l'océan, on ne sait pas, parce qu'il faut les collecter, il faut de la place sur le bateau, il faut des scientifiques. Donc ça, on va avoir cette chance pendant 300 jours par an d'embarquer 8 à 12 scientifiques à bord de nos bateaux, et ça va donner de la data qu'on va pouvoir partager à travers toutes les autres initiatives. Et puis effectivement, on a à partir de 2025 ces bateaux, ces grands bateaux qui vont être à l'eau, le premier en tout cas. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans la preuve par l'exemple, c'est vraiment de revenir très vite avec des chiffres en disant, voilà, vous avez un bateau, il est capable de collecter 10 000 tonnes de plastique par an, il est capable de sensibiliser 200 000 personnes, il est capable de ramener de la data scientifique, parce qu'il y a 2000 scientifiques qui sont venus sur ce bateau pendant quelques années, et donc de montrer qu'il y a une réalité, il y a un besoin, et puis qu'il y a une solution qui existe, et voilà, d'être à la disposition de cette cause. Flore Vasseur, merci d'être avec nous. Et alors, j'ai regardé votre film et on va le regarder ensemble tout à l'heure, qui est très important. Il a été projeté pour le Festival de Cannes. Il a été nommé pour les Césars en 2022. Donc, il a quand même une résonance qui est très importante pour défendre une cause. Mais pour rebondir sur ce que disait Yvan Bourgnon, sur nettoyer les mers et les océans de sa pollution plastique, et par conséquent d'ailleurs ces terres aussi, puisque ces plastiques investissent finalement tout le vivant, partout. Dans le film Bigger Than Us, ces causes qui semblent bien plus grandes que nous, alors qu'on est tout petit, tout jeune, ou tout simplement un individu qui est tout petit sur la planète, vous avez aussi suivi un personnage, une jeune fille, qui, au départ, à Bali, s'intéressait à cette cause plastique. Oui, moi, c'est mon... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On vous entend. Merci de me recevoir. Je suis ravie de vous rencontrer, de vous revoir. Moi, je suis partie effectivement d'un premier travail que j'avais fait avec Melati en 2016. Donc, cette jeune fille. Voilà, Melati Wijzen, c'est... dis donc, c'est la seule qui n'est pas... Bon, c'est celle qui est sur le mur. En équilibre. En équilibre, précaire, comme nous tous. En fait, Melati, depuis l'âge de 12 ans, s'est mis en tête de faire interdire les sacs plastiques sur son île. Parce que bien sûr, il faut collecter, bien sûr, il faut changer les habitudes, et puis il faut passer des lois pour arrêter ces trucs-là, quoi. Et elle a mis 6 ans, et la loi est passée. Sachant qu'il y avait, pour Bali, effectivement, il y avait un enjeu, il y a partout un enjeu économique énorme, puisque 70% de l'île, du revenu de l'île fonctionne avec le touriste. Et le tourisme n'a pas envie d'avoir... voilà. Donc il y avait le gouvernement l'a fait parce qu'il y avait un vrai impact direct. Bien sûr. C'est quand même toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire que quand vraiment ça commence à toucher le business, tout à coup, bizarrement, ça bouge. Donc elle a réussi. Moi, je l'ai rencontrée en 2016. Ça faisait déjà 4 ans qu'elle rameutait toute son île. Elle a vraiment beaucoup d'impact dans la région et en Indonésie en tant que telle. Et elle m'avait dit qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était persuadée qu'on était dans une course contre la montre, qu'on ne gagnerait pas. Donc, je ne sais pas. Et qu'elle était trop seule. Ça faisait déjà 4 ans qu'elle agissait. Elle en était à son 2e burn-out. Donc, effectivement, mon film part du plastique. Mais c'est un film qui part de l'engagement des jeunes sur tous les grands enjeux contemporains, bien sûr la pollution, le climat, mais aussi
la liberté d'expression, la condition des filles, la justice sociale, les inégalités, l'ultra-pauvreté, la sécurité alimentaire, etc. Et tout ça, je complète pour qu'on suive bien ce que vous dites, c'est au travers de différents parcours de jeunes. C'est ces 6 personnes-là qui sont engagées, comme Melati, depuis souvent d'ailleurs l'âge de 12 ans. Alors j'aimerais bien parler avec le philosophe pour savoir si... Il y a quelque chose autour de cet âge, mais je pense qu'au fur et à mesure, je commence à comprendre, mais c'est tout à fait empirique. Mais voilà, c'est des personnes qui, au Brésil, au Malawi, au Ouganda, au Liban, en Syrie et en Indonésie et aux États-Unis, ont vécu dans leur chair, dans la plupart des cas, quelque chose qui était de l'ordre de l'injustice absolue et qui ont dû se mettre à agir pour survivre. Et en faisant ça, ils ont embarqué leur communauté. Et ils ont pu arriver, coucou la mythe, comme quoi il y a des moustiques. Il y a des espèces qui persistent. Voilà, je voulais le dire. Ils ont réussi à embarquer toute leur communauté et à passer parfois des changements systémiques. Enfin, Memory, c'est quelqu'un qui a changé la constitution à l'âge de 18 ans de son pays pour relever l'âge légal du mariage pour que les filles arrêtent d'être mariées à 14 ans. René, c'est quelqu'un qui a créé un groupe de presse à l'intérieur des favelas qui, chaque jour, permet aux gens d'arrêter d'être stigmatisés parce qu'ils habitent des favelas. Chutescal a fait arrêter, a posé des moratoires sur des gisements de fracking aux États-Unis. Melati a fait passer une loi. J'ai continué parce que Memory a sauvé des dizaines et des dizaines de migrants de la noyade. Winnie, tous les jours, apprend aux réfugiés au fin fond de l'Ouganda. Donc là, je peux vous garantir que vous êtes au bout de la route de ce qu'on fait à l'humanité et de l'ultra-pauvreté. Elle les aide tous les jours à relancer les sols, à remettre du vivant, parce qu'effectivement, l'industrie pétrochimique, l'agriculture pétrochimique, a complètement tué les sols. C'est 84% des sols en Afrique. Voilà. Donc, on est sur des combats fous avec des personnes qui arrivent à changer les choses. Qui font ça avec rien du tout. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez de commun dans ces différents parcours ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun ou finalement, il suffit juste de vouloir, dès l'âge de 12 ans, pour ensuite pouvoir transformer à son échelle le monde ? Bon, d'abord, dans 5 cas sur 7, ils ont agi parce qu'il fallait survivre. Donc on n'est pas dans le discours « Ah tiens, je vais faire ça parce que c'est mon devoir, parce que j'ai une responsabilité ». Enfin, tout ça, ça ne marche pas. C'est une urgence du vivant. Il faut qu'on arrête de parler de l'engagement comme ça. Parce que, quelque part, vous êtes voué à vous cogner un mur qui sera la fatigue, l'ego, etc. Donc eux, ils ont agi parce qu'ils avaient... D'abord, c'était un réflexe de survie. La question, c'est est-ce qu'il va falloir qu'on aille jusqu'à cette situation gravissime pour aussi avoir envie de se mettre en route. Là aussi, j'aimerais bien votre avis. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'en faisant ça, quelque part, ils se sont révélés à eux-mêmes. Et je pense que, Victor, c'est ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que l'engagement, c'est tout à coup presque un chemin, c'est vers soi, mais vers les autres. Et ils m'ont tous dit, finalement, en faisant ça, j'ai rencontré une communauté de gens comme moi qui partageaient quelque chose de l'ordre de l'appel, l'envie, le désir, la communauté de valeurs, etc. Et ce n'est pas nécessairement identifié dans la société. Et je trouve que c'est quelque chose de très important. Quand c'est Marie qui dit, finalement, je fais ça parce que j'ai rencontré ma tribu. La troisième chose qu'ils ont rencontrée, et ça, c'était la chose la plus bouleversante, en fait, que j'ai, moi, trouvée. Victor a vu le film, donc je sais que c'est peut-être quelque chose que tu vis aussi en ce moment. Et en fait, ils ont trouvé la joie. Et profondément... Forme d'espoir du mouvement. C'est pas seulement l'espoir, parce que c'est Mohamed qui dit... donc Mohamed a créé une école à la frontière du Liban et de la Syrie dont il était chassé. Il est arrivé là à l'âge de 12 ans avec sa famille. Il a tout perdu et il a été balancé dans les camps qui sont à la frontière libano-syrienne. Et il a arrêté l'école. Il était déscolarisé comme la plupart des enfants réfugiés. Sauf qu'il a dit c'est pas possible en fait. Et il a créé sa propre école. Et aujourd'hui, chaque jour, il y a 200 enfants. Même si le pays est en train d'imploser dans tous les sens, il y a 200 enfants syriens qui vont à l'école chaque jour. Et alors, c'est pas l'école en disant « Ah, ça va devenir, il faut qu'il apprenne l'algèbre, le truc ». En fait, ça n'a rien à voir. L'école, c'est un moment où, tout à coup, vous
récupérer un rapport au temps. Parce que quand vous êtes dans un camp, vous n'avez plus la notion du temps. Vous récupérez un rapport à l'autre. Vous arrivez dans un endroit où c'est sûr, où les gens sont bienveillants, où ça ne va pas s'effondrer. Donc c'est énorme en fait. Et on ne communique pas beaucoup là-dessus. Et Mohamed me disait, moi, je ne suis pas là pour sauver le monde. Hein. Tout ce que je veux, c'est que tous les jours, les enfants aient un tout petit peu de bonheur. Et donc mon rôle, c'est de donner un tout petit peu de bonheur aux gens autour de moi. Quand vous avez une leçon comme ça sur l'activisme, on voit qu'on n'est plus, dans les grands discours, etc. On est au cœur et à l'os, j'ai envie de dire, de ce que ça veut dire de s'engager et d'être ensemble. Et si je peux finir là-dessus, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui nous est demandé dans tous les sens, quoi. Le confinement, la pandémie, c'est cette espèce de retour à nous, en fait, et à notre interconnexion. Absolument. De la même manière que tous les problèmes sont interconnectés. Moi, j'en ai fait 7, mais voilà, tout est éminemment lié. Il y a cette prise de conscience, vraiment, et je ne sais pas si on va réussir à contrer ces effets de seuil. J'en sais rien. Ma fille est dans la salle, donc je vais dire oui, bien sûr. Mais d'ici là, en fait, il y a quelque chose à vivre, en fait, qui est vraiment de l'ordre de, tu sais quoi, tout ce qu'on nous a dit, ça marche pas. Ok. Essaye plus de te battre contre, en fait. Ça sert à rien. C'est pour ça. Moi, j'étais plutôt mal à l'aise avec ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est une perte d'énergie, en fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, en fait. Voilà, comment on crée du commun. Qu'est-ce qu'on fait pour ? Et même si c'est désuet, même si on considère que c'est perdu d'avance, même si effectivement c'est pas juste que ces trucs-là existent. Ouais, mais bon, pour avoir essayé de dénoncer tout ce qui se passe pendant 15 ans et on s'est rencontrés comme ça, sur la bande à Benoît sur France Inter, absolument. Ça sert à rien en fait. On nourrit la bête. Le système broie du noir, il se nourrit de votre noir. Vous devenez vous-même noir. La question c'est où est la lumière, où est le génie, où est l'envie de vivre. Voilà. Merci Flore Vasseur. Du génie, on en a parlé aussi hier avec Étienne Klein. Peut-être Dominique Bourg, si vous voulez réagir aussi à quelques points échangés. Ça m'a vraiment fait penser à un très beau livre de Michel Terechenko où il relate comment ça se passait au Chambon-sur-Lignon pendant la guerre. Et comment les gens aidaient, si vous voulez, sauver des juifs, là, pour le coup. Et en fait, ce qui montre, c'est que c'est pas un engagement, c'est pas quelque chose de réfléchi. Ça vient du fond de vos tripes et on y va et on ne se pose pas 30 secondes le problème. On y va. Et dans les histoires que vous racontez, on sent la même chose, quoi. Ça vient de très, très profond, c'est très fort, ça porte ces gens-là avec une niaque assez extraordinaire et dans des conditions vraiment plutôt désespérantes. En tout cas pour la Syrie, là, ça doit être le désespoir total. Et ça, effectivement, ça ne s'invente pas, quoi. Hein. C'est du plus profond de vous-même, c'est tout. Victor, oui, pardon, Flore. Non, mais en fait, je voudrais juste reboucler avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le vivant et la disparition du vivant. Avec ce film, effectivement, j'ai eu la chance de faire ce que vous avez dit, mais surtout, j'ai la chance d'aller quasiment tous les jours dans des collèges et des lycées avec des professeurs qui organisent des projections du film et après, on discute. Et ce que je vois est à rebours de tout ce qu'on raconte sur la jeunesse aujourd'hui. Sur une jeunesse qui serait déconnectée, décérébrée, irresponsable, etc. Ce que je vois, c'est pas ça. C'est une envie de vivre incroyable. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'ultra-connexion entre ces personnes du film et cette génération. Parce qu'en fait, et il me dit souvent, mais on ne me raconte jamais ces histoires-là. On dit toujours, c'est impossible, c'est compliqué, c'est difficile, il va te falloir du temps, de l'argent, des moyens, des réseaux, etc. Déjà, le film montre que ce n'est pas du tout vrai. Et surtout, on a cette vision qui viendrait dire que tout engagement est un peu futile. En fait, ce n'est pas valorisé dans une société, et encore moins dans une cour de récréation. Mais moi, mon combat, c'est de changer la conversation dans la cour de récréation, parce que je pense que si elle change là, alors tu n'auras plus de problème avec Pécresse. Mais le problème, c'est que pour l'instant, elle n'est pas là, en fait. Et j'ai l'impression que tu parles de ce que tu fais, de ce qu'on fait tous, j'ai l'impression que le combat, il est là. Et que sur les générations au-dessus, peut-être, il y avait vraiment cette question, les 94% des personnes disent que le climat, c'est important. Bah ouais, on le voit dans la campagne, on le voit dans les actes. Mais ouais, mais pourquoi les comportements ne bougent pas ?
j'ai l'impression que sur cette génération qui est la tienne, en fait, il y a juste besoin d'un petit déclic et surtout que nous, les adultes, on dise ouais, ta colère, elle est OK et tu sais quoi, je vais la protéger. Exactement. Je vais la protéger, je vais la permettre. C'est exactement tout l'enjeu du festival Génération Matrioshka, justement de recréer ce dialogue. Victor, peut-être une réaction à tout ça, et en plus vous avez vu le film que tout le monde s'apprête à voir. Alors, par rapport à cette capacité d'agir, finalement, cette ressource que vous avez peut-être aussi pour arriver à être entendu, ce petit curseur à bouger. On a parlé de joie de vivre et je pense que c'est ça. Il y a aussi chez les jeunes énormément d'éco-anxiété, de choses comme ça. Et l'anxiété, c'est quoi? C'est la même qu'on a avant de monter sur scène sur un truc, là par exemple. Voilà. Et dès qu'on monte sur scène, dès qu'on prend la parole, c'est parti. C'est passé. Et que ce soit, c'est ce qu'on disait, rien n'est dérisoire. Moi, ça va de planter un framboisier et le bonheur de voir des framboises qui poussent, de voir des papillons, de voir des animaux comme ça. Et on parlait de la valeur du vivant aussi, c'est ça. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux que ça. Dans je sais pas combien de temps, s'il n'y a plus de papillons, on se dira, mais il n'y avait rien de plus précieux que toutes ces formes de vie. Et pour revenir à la joie de vivre, moi c'est ça. J'ai aussi beaucoup, et j'ai eu des petits moments très très difficiles face à ça, parce que quand on est en 2014-2015, chez les jeunes, on est très très loin de comprendre ce qui se passe au niveau climatique, et personne n'en parle. Et donc du coup, moi, d'un côté, je rentrais le soir, j'allais sur Internet découvrir des choses, ouvrir des livres, etc. Et je voyais l'urgence de la situation. Et de l'autre côté, il y avait cette dissonance entre ce que je vivais normalement, et on en parle un peu avec Don't Look Up aussi, c'est ça, tout le monde continue de vivre comme si c'était dans Internet. Donc, une sorte de société du spectacle qui étouffe tout. Et donc, du coup, moi, j'ai vécu ce moment extrêmement down de qu'est-ce que je vais faire? Je suis tout seul, voilà, il y a des moments un peu difficiles. Et après, en fait, finalement, ça s'est très vite transformé en action. Moi, le bonheur de créer des tracts en disant, OK, le Nutella, les Oreos, c'est de l'huile de palme, donc ça déforeste. Donc, du coup, je suis allé les donner, etc. Et ça commence par ça. Bon, ça, c'était... j'avais 13-14 ans. Après, ça s'est transformé en... On va créer des associations, on va créer des choses. On va créer le Relais Jeunes. On va aller marcher partout en France pour se mobiliser. Et en fait, c'est ça, c'est la joie de vivre, au final. Et je pense qu'on ne donne pas aussi envie aux gens de s'engager, de changer les choses. Parce qu'on a l'impression qu'on va arrêter de vivre. Parce que d'un coup, il faut arrêter de prendre la voiture, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger des animaux, il faut arrêter tout ça. Et on dit, mais waouh! Et moi, j'ai tellement de personnes qui m'ont dit, mais voilà, quand je parlais de Noël avec ma sœur, qui me dit, mais attends, mais on va pas arrêter Noël. Et c'est juste une autre manière de faire les choses. Et au contraire, on va commencer pour moi de vivre. Et j'ai l'impression d'avoir commencé à vivre à partir du moment où, je sais pas, j'ai commencé à créer une forêt-jardin ou à aller voir des agriculteurs, aller, OK, comment est-ce qu'on peut changer les choses? Et là, j'ai l'impression de vivre. Et là, j'ai ce moment de, OK, on peut faire les choses. Et c'est pas un fatalisme, c'est plutôt un challenge. Et ça donne envie, en fait. Et je trouve que c'est la meilleure chose d'avoir un plan aussi. C'est ça. Face à tout ce qui se passe, on peut très vite rester là et se dire, mais c'est horrible, on est foutu. Mais si on a juste notre petit plan à nous et notre petite graine à apporter, moi, je sais que c'est peut-être genre juste lancer une petite ferme de permaculture et me dire, OK, moi j'ai mon plan, c'est cool. Et ça fait du bien, au fait, finalement, de savoir que moi, j'ai ma petite solution qui me convient à moi. Et après, il y a plein de choses à avoir au niveau sociétal. Mais voilà. Merci, Victor. Enfin, en tous les cas, bravo. Ce qu'on entend aussi sur ces recherches d'équilibre, et on va boucler là-dessus, et ça revient sur l'image de Mélanie qui est justement en équilibre sur ce mur, c'est que c'est quand même dans le mouvement qu'on retrouve l'équilibre. Alors merci beaucoup à vous, merci à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer à Génération Matrioshka, à ces échanges, à la fois parfois qui s'entendent, parfois qui dissonnent, mais en tous les cas, c'est aussi ça qu'on arrive parfois à transformer le combat en débat. C'est tout l'enjeu. Tous les partenaires sont affichés derrière vous. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire. Et puis, voilà, si vous voulez savoir qui je suis, vous regardez sur Internet. Je vous remercie infiniment à chacun d'entre vous d'avoir été avec nous pendant ces 4 jours. Ça a été un moment merveilleux. Et je crois vraiment en cette capacité de nos différentes générations et de nos différentes différences à arriver à un moment s'accorder et trouver un langage commun, même si parfois on ne se comprend pas. C'est normal, c'est le propre de toute langue. Merci infiniment à l'équipe de Matrioshka qui a été absolument merveilleuse. Fanny, Postic, que je demande à venir sur scène pour venir
tirer une révérence gracieuse. Si elle était par là, ce serait merveilleux. Audrey de Garidel de So Impact qui veut bien venir sur scène aussi. C'est nous trois qui avons créé ce festival à l'aide de Ground Control, à l'aide de Cassandre qui est notre apprentie et qui travaille avec nous depuis 1 an. Merci de venir sur scène. À l'aide de Barbara qui est en école à Sub de Pub avec Cassandre et qui a donc prêté main forte pour ces 3 jours. Avec Romane qui l'a fait par téléphone parce qu'elle s'était cassé le pied. Avec Louise qui est par ici aussi et qui va venir tirer aussi sa révérence pour qu'on la salue, qu'on la remercie et qui, elle, en école de théâtre et qui nous a accompagnés pendant l'événement. Merci à Corentin qui fait les interviews qui sont sur le petit mur qu'on a installé là-bas. Merci à Titouan qui est derrière la caméra et qui est ici, qui va nous permettre de partager ces images sur notre chaîne internet YouTube qui s'appelle Matryoshka, sans A à la fin, qui vient des poupées russes et qui fait qu'on a tous reçu quelque chose, tous quelque chose à transporter et à transformer et à partager. Merci à vous d'être toutes nos Matryoshka. Et je donne maintenant la parole à Melati, qui est donc le personnage phare du film de Bigger Than Us et qui dit « Cette chose qui nous dépasse et que nous combattons, c'est nous-mêmes. » C'est parti. Matryoshka.